pour cette discussion avec Bertrand Badré. Mon nom est Paul Arietnard, je suis le directeur régional exécutif de Ecobank. Ecobank est une banque panafricaine présente dans plus de 33 pays africains. Je suis basé à Abidjan et je suis en charge de les 8 pays de la zone UEMOA ainsi que d'un certain nombre de pays de l'Afrique lusophone. Je suis heureux de participer à cette conversation. C'est une discussion qu'on va avoir avec Bertrand Badré. Bertrand Badré n'a plus besoin d'être présenté. Je vais juste dire quelques mots pour que tout le monde se souvienne de qui il est. Bertrand est directeur général et fondateur d'un fonds de Sustainable Capital qui s'appelle Blue Like an Orange. Avant cela, Bertrand était directeur général et directeur financier du groupe de la Banque mondiale. Il est aussi, comme ils disent, CFO de la Société Générale et du Crédit Agricole. Avant cela, Bertrand Badré a fait aussi dans le conseil, avec une expérience chez Lazare, aussi bien à New York, à Londres qu'à Paris. Bertrand est un produit de l'administration française aussi, de la haute administration française, puisqu'il a débuté sa carrière à Paris en tant qu'inspecteur de finances. Aujourd'hui, il est le coprésident du Conseil sur l'avenir du monde du Forum économique mondial sur les questions de gouvernance internationale, de coopération publique-privée et du développement durable. Bertrand Badré est l'auteur du livre Money Honey et un dernier ouvrage, je pense qu'il date de l'année dernière, et qui nous demande si nous voulons vraiment et si nous voulons sérieusement changer le système. Donc, c'est la question que nous allons aborder aujourd'hui. Je suis ravi de l'avoir avec nous. Cette discussion va durer à peu près une demi-heure et nous allons couvrir plusieurs points. Et le premier point que j'ai envie de lancer, c'est un sujet sur lequel je pense qu'on est aligné philosophiquement, mais sur lequel j'ai l'impression qu'on a des divergences sur le plan pratique. Le sujet, le voici. Dans votre réflexion sur le monde, vous pensez définitivement que le juge des paix, qui était toujours les actionnaires, le rendement étant la matrice principale par laquelle on voit l'économie aujourd'hui, vous trouvez qu'il est important de changer cette matrice-là parce que nous nous rapprochons, à votre avis, du précipice et qu'il vaut mieux que ce soit des gens comme nous qui sommes dans le système qui devront y réfléchir plutôt qu'on soit en face demain d'une révolution. Donc, je résume un peu, je schématise, mais c'est ce qu'on ressent dans vos propos. Donc, philosophiquement, c'est juste parce que, évidemment, ce système fonctionne, certains disent depuis 200 ans, certains disent plutôt depuis 50-60 ans avec le livre de Friedman, mais dans les faits, c'est juste. Philosophiquement, c'est juste. Mais j'ai envie de dire, c'est un peu un idéal, c'est beau. De manière pratique, on commence par où ? Alors d'abord, merci, bonjour Paul-Henri et bonjour à tous. Je suis ravi qu'on soit d'accord sur le début de la réflexion. Je pense que beaucoup de gens ne sont pas encore arrivés à ce stade. Donc peut-être dire 2 mots pourquoi nous devons passer par cette étape et après dire 2 mots du comment. Le système dans lequel on opère aujourd'hui, alors il y a évidemment des variantes. Le système ne fonctionne pas de la même manière à Paris, à Washington où je réside, à Pékin, à Abidjan ou à Lagos. Donc là aussi, il faut reconnaître les différences et surtout ne pas penser définitivement à quelque chose. Ce qui est clair, c'est qu'il y a eu une rupture qui date d'il y a précisément 50 ans. Alors, le 13 septembre 1970, dans un article fameux du New York Times, Milton Friedman, en réponse, qui était le grand économiste de Chicago, il y avait un débat aux États-Unis autour de General Motors qui voulait savoir s'il fallait élargir la gouvernance de General Motors à des administrateurs représentant ce qu'on appelait à l'époque le public interest. Donc en gros, autre chose que les actionnaires. Et Friedman a répondu catégoriquement non. L'objet de l'entreprise, le seul objet de l'entreprise est d'accroître ses profits. Et à partir de là, on a construit tout le système sur lequel on opère aujourd'hui, qu'on le veuille ou non. Ce sont les normes comptables, ce sont les normes de gouvernance des entreprises, ce sont les modes de rémunération,
ce sont les obligations fiduciaires des gens qui gèrent votre argent, enfin tout ce qui fait la vie quotidienne de l'économie, et encore une fois avec des nuances d'un pays à l'autre, mais enfin fondamentalement c'est comme ça que ça fonctionne depuis 50 ans que ça s'est mis en place. Ça a porté des noms différents, ça s'est appelé le modèle néolibéral, ça s'est appelé le consensus de Washington, ça s'est appelé la révolution conservatrice, le modèle friedmanien, enfin toutes les choses dont tous les noms qu'on peut lui donner. Ce modèle a trouvé ses limites avec la crise financière de 2007-2008. On a pensé les prix à ce moment-là, on a un peu durci les contraintes qui s'appliquent au système financier, mais on n'a pas changé les prémices de ce modèle. On a en 2015 eu un moment important, je vois une espèce de moment, une prise de raison collective. En 2015, on a eu 3 grands sommets, on ne s'en souvient pas forcément aujourd'hui. Le premier en Éthiopie à Addis sur le financement du développement. Le deuxième à New York en septembre sur les objectifs du développement durable, et le troisième à Paris sur les accords sur le climat. On s'est donné une feuille de route à l'époque, simplement, moi je faisais partie à l'époque de l'équipe dirigeante de la Banque mondiale, j'ai été impliqué dans ces travaux, on ne s'est pas beaucoup posé la question de comment on allait y arriver. On a dit c'est super, tout le monde est d'accord pour éradiquer la pauvreté, favoriser l'accès à l'eau potable, la santé, l'éducation, une bonne gouvernance, quelques chiffrages en milliers de milliards de dollars, mais on ne s'est pas dit est-ce que le système va naturellement aller dans cette direction. Ou plutôt, on s'est dit oui, puisque les objectifs sont louables, tout le monde va se précipiter. Et on constate aujourd'hui, 4-5 ans après, qu'on n'y est pas. On n'est pas sur la trajectoire climat, on n'est pas sur la trajectoire de développement durable, et on n'est pas sur la trajectoire d'un bon financement du développement. C'est malheureux. Le Covid, d'ailleurs, a plutôt donné un coup de lumière assez cru sur ces tendances. Et donc aujourd'hui, ma réflexion, et je suis content qu'on la partage, en tout cas sur l'objectif à atteindre, c'est bien l'operating system qu'il faut toucher. C'est bien cette vision que le profit est une fin en soi. L'objet de l'entreprise, c'est de faire du profit, point. Donc le profit devient l'objectif en lui-même. Et il faut basculer dans un monde où le profit n'est plus une fin en soi, mais le profit se justifie par l'utilité créée. Très belle formule d'un professeur d'Oxford, Colin Mayer, dit l'objet de l'entreprise est de trouver des solutions profitables aux problèmes de la planète et de ses habitants. On n'est pas dans le hors-sol. Alors, ce qui est difficile aujourd'hui, et je viens à votre question, c'est qu'il n'y a pas de maître du monde. Dans les années 70, les États-Unis, avec la Grande-Bretagne, pouvaient dire c'est comme ça. En France, mon pays, François Mitterrand a essayé de résister quelques mois, et puis finalement à Calais, on a appelé le consensus de Washington assez rapidement après. Aujourd'hui, il n'y a pas de maître du monde. Vous aviez sous Trump un profil America First qui n'avait pas vocation exportatrice. Les Britanniques, avec le Brexit, ne se donnent plus un rôle universel. Oui. La Chine propose par la route de la soie ses propres perspectives. Donc on voit qu'on a des modèles concurrents. L'Europe essaie de pousser des choses entre les deux. Et donc aujourd'hui, comment on bascule dans ce nouvel operating system, dans ce nouveau système où on a une économie qui répond bien à ce que vous avez dit, une économie qui soit plus naturellement inclusive, résiliente et durable. Ça, c'est la question fondamentale. Et moi, je crois, enfin, je vais donner un élément de réponse, l'économie de marché, c'est comme l'eau. Si vous mettez pas de garde-fou, ça va tout droit. Ça, c'est la ligne de plus grande pente. En revanche, l'économie de marché, c'est un très bon système pour allouer des ressources sous contrainte. Et ces contraintes, il faut les créer. D'un côté, dans l'économie de marché, il y a un mot très important qui s'appelle marché. Que veulent les consommateurs? Que veulent les investisseurs? Que veulent les collaborateurs? Que veulent les entrepreneurs? Que veulent les fonctionnaires? Finalement, qu'est-ce qu'on veut tous autour de la table? Si évidemment on s'en fout, il y a peu de chances que le système change. Mais si on exprime haut et fort, avec notre argent, notre travail, notre consommation, ce qu'on veut, ben, la machine va aller dans cette direction. Et puis d'autre part, on commence par où? Et c'est là où je suis chaque fois que j'ai cette discussion, parce que, comme je le dis, philosophiquement, c'est juste. Mais dans une vue macro, on commence par où? Est-ce que le sujet n'est pas encore plus compliqué aujourd'hui si on contextualise le débat, puisque aujourd'hui, il n'y a plus de maître du monde. Donc, dans une vue macro, on commence par où à régler le problème? Alors là aussi, ça c'est un débat que j'ai souvent en étant français, mais les Français, vous êtes formidables, vous dites Yaka, Faucon, et vous abolissez les privilèges dans les nuits du 4 août, vous coupez les têtes et vous recommencez à zéro, la table rase. Bon, évidemment, dans le monde d'aujourd'hui, ça ne marche pas comme ça. Donc il faut être à la fois très modeste dans la manière dont on progresse et très ambitieux sur l'objectif. Alors je pense qu'il y a plusieurs choses. Je pense qu'il y a une vraie question de rôle de chacun de nous. Si on ne change pas nous-mêmes, on ne va pas changer le monde. Donc, je suis d'accord. Quand les consommateurs, moi je prends un débat que j'ai avec mes enfants. Au début de la crise du Covid, il y a un certain nombre de grands de l'industrie textile ont rompu unilatéralement leur contrat avec le Bangladesh en disant force majeure, hein, on ne verse aucune indemnité, c'est fini. Donc je demande à mes enfants, qu'est-ce que vous en pensez? C'est très mal. Je dis, bon alors est-ce qu'on va arrêter d'acheter des t-shirts à 1 €? Là il y a un blanc.
Donc ça commence là. Donc il faut que les consommateurs bougent. De même, on le voit bien sur les marchés financiers dont je suis plus familier. Il y a toute une série de coalitions qui se mettent en place pour dire on va arrêter de faire ça, on va arrêter de faire ci, on va investir dans ça ou dans ci. Elles sont plus ou moins sincères, pour ça que dans mon livre j'ai mis sérieusement, parce que c'est facile de faire des grandes déclarations, après on ne sait plus très bien ce que ça devient 3 ans plus tard. Vous aviez dit il y a 3 ans vous arrêteriez de faire ça, mais où en êtes-vous? Prenez l'exemple d'une compagnie comme Exxon, c'est très intéressant. Exxon était en 2013 la première compagnie mondiale par capitalisation boursière. Aujourd'hui, elle n'est même plus dans le top 50 américain. Donc, il s'est quand même passé quelque chose. Oui. Donc, on voit bien qu'il y a une capacité des marchés à influencer, une capacité des consommateurs à influencer. Il y a quelques années, toujours en France, pardon de prendre mes exemples dans mon pays, 30 000 étudiants qui avaient signé une pétition pour dire on n'ira pas dans cette entreprise. Dans ces entreprises qui se comportent mal. Oui. Et j'ai vu cette discussion avec Paul Polman, le patron d'Unilever, qui m'avait dit, à la question que je lui posais, pourquoi est-ce que tu as transformé Unilever? Il me dit d'abord, c'était mes convictions, mais fondamentalement, plus personne voulait venir travailler chez nous. D'accord. On a cette capacité à s'exprimer. Je pense que c'est important. Et par ailleurs, il ne faut pas renoncer parce que pour canaliser l'économie de marché, il faut à la fois le marché et les normes et les réglementations. Parfait. C'est là qu'il y a un combat. Et je pense, ça pour le coup c'est mon biais, mais j'y crois très fort, je pense qu'il y a une capacité européenne à participer à ce débat. Les gens disent l'Europe, elle sait produire des normes. C'est vrai, je pense que l'Europe devrait produire des normes et les produire avec le reste du monde. Il faut qu'on tende la main, notamment aux pays émergents en développement. D'accord. Donc Bertrand, je suis d'accord avec vous sur la discussion, sur le point qui est de dire le marché ou les consommateurs peuvent être le point de départ. Bien. Aujourd'hui, si on contextualise encore ce sujet, là où j'ai une divergence, c'est que vous dites par exemple, vous prenez l'exemple d'Exxon et vous dites Exxon a changé parce qu'aujourd'hui, tout le monde a besoin de devenir de plus en plus soutenable, sinon les consommateurs ne vont pas vous suivre. Bien. Mais après avoir dit ça… Je ne dis pas qu'Exxon a changé. Je dis que le regard du marché sur Exxon a changé et que Exxon a changé. OK. Bon, maintenant, après avoir fait ça, est-ce qu'on n'a pas l'impression que vous dites qu'il faut aller encore plus loin, alors que moi, j'ai l'impression que depuis 20-30 ans, toutes les entreprises, même les entreprises pétrolières et minières, ont adopté une approche qui est une approche déjà révolutionnaire à mon avis, où les normes environnementales, sociétales et de bonne gouvernance sont tellement intégrées dans les systèmes de décision que je pense qu'on a atteint la limite qu'on peut attendre du système actuel. Vous me dites qu'il faut aller beaucoup plus loin encore, parce que j'ai entendu, vous avez parlé quelquefois de… Même le système de rémunération doit être basé sur des normes de plus en plus responsables. Est-ce que de manière réaliste, on peut appliquer ça dans une entreprise? Bien sûr. Je ne parle plus de l'économie, de manière réaliste. Comment on applique ça? Alors là, j'ai aucun état. C'est d'ailleurs ce que j'essaie de faire avec le fonds que j'ai créé, Blue Like an Orange. Je pense qu'on n'est pas du tout allé aussi loin que ce que vous semblez entendre sur l'ESG, les normes environnementales, sociales et de gouvernance. C'est d'ailleurs pas des normes, c'est d'ailleurs un des problèmes. C'est pas des normes, c'est des intentions. Il y a des dizaines de manières d'évaluer ces normes. C'est souvent déclaratif, c'est pas validé par des tiers extérieurs, des auditeurs ou autres. Et donc les gens disent regardez comme je suis beau. Dans certains cas, c'est vrai, dans certains cas, c'est pas vrai du tout. Et donc, il ne faut pas se raconter l'histoire. Par ailleurs, on est dans ce que les anglo-saxons appellent le best efforts. Je vais faire un effort pour aller dans cette direction et je le déclare. C'est un bon début. Ce n'est qu'un début. Moi, le vrai but ultime, c'est de dire, non seulement je vais faire un effort, mais je vais vous montrer que j'ai fait cet effort, je vais vous rapporter ce que cet effort a donné, et je vais vous décrire dans la durée le vrai impact. Il faut qu'on passe d'un monde déclaratif et intentionnel à un monde où on mesure un impact. C'est ça la vraie révolution. Et ça veut dire que dès les business schools, on révise nos modèles financiers. J'aime beaucoup présenter de manière évidemment simpliste la manière dont la finance a évolué sur 200 ans. Au 19e siècle, on était focalisé sur le rendement seul. Le rendement, c'est j'ai une mine, je la creuse, quand elle est épuisée, je vais plus loin, je creuse, etc. Pas vraiment de prise en compte du risque. Au XXe siècle, on a sophistiqué l'industrie financière. Tous les gens ici le savent bien. Je dirais la colonne du temple de la finance, c'est le couple risque-rendement, le risk-return. Le private equity, le venture, tout est fondé sur cette analyse. Et c'est déjà assez compliqué. Le risk-return, ça résume des dizaines d'analyses, de calculs derrière. Mais c'est très simple, c'est très facile à comprendre, à conceptualiser. Mais je pense qu'au XXIe siècle, il faut qu'on ajoute un troisième pied à cette équation, qu'on peut appeler impact ou prise en compte du développement durable, qui montre qu'effectivement, on n'est pas dans un risk-return, dans un univers en expansion complète, on est dans un risk-return dans un monde où il y a des limites,
vis-à-vis des habitants et vis-à-vis de la planète. Et c'est bien ces modèles, il y a des gens qui travaillent là-dessus. J'ai plein d'exemples en Allemagne, à Harvard, où il y a tout un travail sur ce qu'on appelle impact-based accounting. Comment est-ce qu'on intègre dans la comptabilité? Donc vraiment, j'ai été CFO, j'ai rapporté des comptes tous les trimestres. Oui, Quand je closais mes comptes à la fin du trimestre, l'objectif, c'est bien de maximiser le profit du trimestre d'une telle ou telle manière. Mais si on me dit demain, il faut intégrer le prix du carbone, le prix de la nature, les conséquences de l'inégalité homme-femme, on sait faire ça. On sait monétiser, donner une valeur à tout ça. On n'est qu'au début de cette révolution, on n'est pas du tout à la fin. Et je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin. Et je pense d'accord. que l'économie de marché, elle a la plasticité pour aller plus loin. Si on lui donne les règles, elle suit. Elle fera ça très bien. OK, poussons encore plus loin l'analyse et essayons de la mettre maintenant au niveau du monde financier. Ouais. Et là encore, c'est là où j'aimerais vous montrer que j'ai l'impression qu'on a déjà atteint, on est déjà allé assez loin. Je trouve que sur les 10 dernières années, avec la digitalisation, le système bancaire n'a jamais été autant préoccupé par l'inclusion financière. Okay? C'est la première fois, à mon avis, que un des éléments qui intéresse le plus le système bancaire, c'est de s'assurer qu'on inclut le maximum de clients grâce à la digitalisation. Est-ce qu'on n'a pas déjà fait la révolution dans le monde financier, dans le monde bancaire? Là aussi, on est au tout début. La bonne nouvelle, c'est qu'on a trouvé comment faire. Moi, je me suis beaucoup occupé d'inclusion financière quand j'étais à la Banque mondiale. J'étais d'ailleurs venu plusieurs fois en Afrique pour discuter de ces questions, y compris d'ailleurs à Abidjan. Et on est au tout début. Là, je travaille en Amérique latine. J'ai financé un certain nombre de fintech, donc d'entreprises favorisant l'inclusion bancaire par la technologie, comme le fameux M-Pesa en Italie, qui a été un peu l'icône de ce mouvement. N'empêche qu'aujourd'hui, on continue à avoir plus de la moitié des populations sur ces continents qui n'ont pas de compte en banque. Donc certes, on a trouvé la manière de faire, mais il y a encore un boulot énorme. Donc, encore une fois, on est dans la bonne direction, et tant mieux, mais je pense, que ce mouvement n'est jamais irréversible. L'histoire montre qu'on a fait plein de fois des marches arrière, et deuxièmement, qu'on n'est qu'au début. Et donc, il faut bien qu'on pousse, qu'on continue à aller de l'avant. Ce que je crois le Covid a favorisé, je prends l'exemple récent sur lequel je suis intervenu, en Colombie. On est intervenu sur une entreprise qui s'appelle Movi, qui est aussi une entreprise, une fintech, et qui a permis au gouvernement de distribuer des subventions à la population. Il n'y avait pas de moyen d'atteindre les plus pauvres autrement que par cette fonction numérique. Enfin, sinon, ce Oui, n'était pas possible de les distribuer de l'argent comme ça. oui, On voit bien, dans un pays comme la Colombie, plus de la moitié de la population n'a pas de compte en banque. Ça a été une révolution. Donc après le Covid, on va aller beaucoup plus vite sur ces sujets-là. Et oui. ça, c'est très bien. Donc encore une fois, on a les outils, ça va dans la bonne direction. Après, je pense qu'il faut aussi se méfier quand on dit le système bancaire dans son ensemble. Vous savez comme moi que dans le système bancaire, il y a de tout. Il y a à boire et à manger. Donc de se dire que le système bancaire dans son ensemble se préoccupe d'inclusion financière, je pense qu'il ne faut pas aller trop vite. OK. OK. Donc, oui, il faut faire attention à tout ce qu'on voit dans le système bancaire. Mais oui, je pense que la digitalisation nous offre aujourd'hui une chance énorme qu'on n'avait pas il y a 10-15 ans pour essayer d'inclure un maximum de population. Donc, pour moi, j'ai plutôt l'impression qu'on est, une fois encore, en train d'aller dans le bon sens. J'ai l'impression qu'il faut plutôt voir aussi le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. J'ai l'impression qu'il y a un changement de mentalité qu'on retrouve déjà à l'intérieur du système bancaire et voire même du système financier. Et surtout, si on pousse l'analyse, je pense que, et c'est là où l'Afrique a peut-être fait même un leapfrog par rapport aux autres pays émergents, je trouve que ces sujets-là sont pris en considération en Afrique parce que dans tous les cas, on n'a pas le choix parce que si une banque veut gagner en Afrique et avoir de la masse est informelle, la masse est sociale et donc il faut absolument essayer d'aller dans ce sens-là. Lorsque vous discutez de ces sujets-là sur l'Afrique, est-ce que vous trouvez que sur le plan macro, ce sont des sujets qui sont des sujets de l'ordre du jour si on prend le développement économique de l'Afrique? Alors, ça, la réponse est plutôt oui. Et comme vous, j'ai un caractère qui m'a toujours forcé à voir le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide. Et je trouve que c'est un bon ressort pour l'action. Quand j'étais à la Banque mondiale, je disais souvent dans mes interventions, et notamment quand je venais en Afrique, mais pas seulement, quand on pense développement, dans l'esprit des gens, on pense immédiatement infrastructure physique.
c'est-à-dire des routes, des ports, des aéroports, peu importe. On voit bien ou des barrages, on voit bien ce à quoi on peut penser immédiatement. Ensuite, on pense infrastructure sociale, notamment santé, éducation. Et en fait, il n'y avait pas en tout cas, même si ça progresse, le réflexe infrastructure financière et vient assez loin derrière. On n'y pense pas. Et j'ai toujours dit qu'il était très important de favoriser le développement des infrastructures financières au sens large. Banques, assurances, potentiellement fonds de pension, etc., pour permettre d'accompagner ce développement, pour permettre ce que dans le jargon international on appelle la mobilisation domestique des ressources, pour que l'épargne locale soit utilisée, pour que les flux internationaux puissent circuler de manière optimale, pour qu'on puisse lever de l'argent sur place. Et donc, cette question de l'infrastructure financière elle est cruciale, et la question le pendant, qui est pour moi l'inclusion financière, sont cruciales. Là aussi, il y a plutôt des progrès. Donc je m'en réjouis, mais là aussi, il ne faut pas non plus se dire c'est fait. Il y a encore un travail absolument colossal devant nous. Et il ne faut surtout pas baisser les bras et surtout pas se satisfaire des progrès qu'on voit depuis quelques années. Mais je reviens sur ce que vous dites. Je pense que grâce au Covid, la prise de conscience de ce leapfrog, je l'ai vu en Amérique latine et on le voit en Afrique, elle est considérable. Le leapfrog avec le digital dans la finance, normalement, est un accélérateur extraordinaire. C'est pour moi un des sujets qui va s'imposer, mais naturellement, à la fois du fait des attentes des professionnels du développement et des attentes des clients et du marché, qui normalement doit être un des sujets qui progresse le plus vite dans les années qui viennent. Donc, si on reste encore sur l'Afrique, on est aligné sur le fait que l'Afrique peut faire des bons. Lorsque vous avez l'occasion de parler à des décideurs au niveau de la réglementation, à votre avis, qu'est-ce qui pourrait nous permettre au niveau de la réglementation des marchés financiers et du secteur bancaire en Afrique pour aller plus loin dans l'agenda que vous mettez de l'avant? Alors, il y a beaucoup de choses qui dépendent de l'Afrique dans son ensemble. Les mouvements qui ont été faits sur l'unification commerciale sont un très bel exemple. Il y a probablement beaucoup plus à faire sur l'unification financière. Et ça, c'est quelque chose qui est entre les mains des pays africains. Il y a des changements à faire pays par pays, évidemment. Moi, un des sujets qui m'a toujours préoccupé et qui me préoccupe encore, même si je l'ai un peu moins suivi ces derniers mois, c'est l'inclusion financière globale. Et notamment tous les liens, ce qu'on appelle notamment le correspondent banking, etc., qui sont devenus des sujets très compliqués. Oui. Tout ce qui est lié à la connaissance des clients, tout ce qui est lié à la réglementation sur le blanchiment, le financement du terrorisme, vous connaissez ça très bien. Oui. C'est des sujets qui portent en germe une fragmentation de la finance mondiale. Et j'avais signé il y a quelques années dans le Financial Times avec Mark Carney ce qu'on avait appelé le financial abandonment, le risque d'abandon financier sur le thème on coupe, c'est trop dangereux, trop risqué, ça ne rapporte pas assez. Et donc je pense qu'il faut continuer, notamment avec les institutions de Bretton Woods et pas seulement, à préserver un système financier qui soit intégré. Donc je pense que c'est vraiment à tous les niveaux. La finance, c'est quand même, encore une fois, c'est un outil merveilleux, mais c'est un outil qui doit être contrôlé, protégé et préservé. Et c'est fragile, on l'a vu, c'est fragile. Et donc voilà, je pense que les responsabilités sont à tous les niveaux. Alors, je suis dans la surveillance des tuyaux, si je puis dire. Parfait, et j'aime bien le sujet sur les tuyaux. Je suis d'accord avec vous sur ces deux sujets. Je pense que numéro un, la zone de libre-échange économique que l'Afrique essaie de mettre en place est probablement, une fois encore, une des meilleures chances que nous avons pour essayer d'accélérer le développement du continent et progresser dans tout ce qui est inclusion financière et inclusion commerciale. Donc oui, je suis d'accord avec vous. Oui aussi au fait qu'il faille faire attention à ne pas créer des zones d'exclusion financière. On le sait aujourd'hui, il y a de moins en moins d'institutions financières internationales qui sont intéressées à faire du correspondent banking avec l'Afrique parce que c'est dangereux. On sait aujourd'hui qu'il n'y a que probablement 2 ou 3 banques de calibre mondial qui sont prêtes à faire du correspondent banking avec des institutions financières en Afrique et donner du dollar. Et donc, oui à ces sujets-là, ces points-là me semblent essentiels et j'ai l'impression que dans le débat, si on veut réfléchir beaucoup plus sur ce qui va se passer sur les prochaines années, j'ai l'impression sur le plan macro, ce sont ces sujets-là sur lesquels nous pouvons passer plus de temps. Si on rentre maintenant dans la pratique de ces sujets, et si je peux vous demander quels seraient vos conseils
si on essaie de faire de la prospective cette fois-ci, hein. Au niveau de la zone de libre-échange, au niveau de s'assurer que l'Afrique ne devienne pas une zone d'exclusion, au niveau de l'intégration de tout ce qui vous intéresse, qui sont les normes de responsabilité à l'intérieur de la réglementation et à l'intérieur des entreprises. En Afrique précisément, est-ce que vous pouvez me dire en quelques minutes, selon vous, quelles seraient les 3 principales étapes et dans cette séquence-là pour que l'Afrique puisse réussir dans ce domaine? Alors, je ne sais pas si je vais concevoir en 3 minutes un plan pour l'Afrique, ce serait bien ambitieux et très arrogant de ma part, mais je crois que l'approche sur le libre-échange est très importante parce qu'elle montre que quand il y a un sujet important, on peut progresser. Alors, on ne va pas se raconter d'histoire, c'est le début, mais c'est un début qui est très prometteur et qui ouvre beaucoup de portes. Ce qu'il faut derrière, c'est organiser une communauté des régulateurs africains. Il y a des communautés régionales. Est-ce qu'on peut mettre tout le monde autour de la table? C'est comme ça que ça se passe. Moi, je prends l'exemple de l'Europe, qui à bien des égards est différent, mais à bien des égards ressemble aussi. Ça a été très compliqué. Il a fallu la crise de 2008-2009, quand le système a failli s'effondrer, pour qu'on crée un certain nombre un superviseur commun et toute une série d'outils à ce moment-là. Il y avait eu en Afrique, même s'il y a des monnaies régionales. Mais je crois que d'organiser à la fois les autorités de régulation et les professions financières, c'est une manière de commencer un dialogue et de voir que peut-on faire ensemble. Et derrière, de peser dans le débat international. Parce que ce qui est très difficile, moi j'ai participé comme représentant de la Banque mondiale aux discussions de type G7, G20, Financial Stability Board. Il y a effectivement, c'est bien connu, il y a un seul pays africain qui fait partie de ces forums, c'est l'Afrique du Sud. Alors après, il y a des membres observateurs, enfin, notamment au Financial Stability Board, qui est l'organe fêtier de la réglementation financière internationale. Il y a un collège africain, etc. Mais je pense que ça ne pèse pas encore assez. Il faut être très honnête, ce n'est pas comme ça que fonctionne la planète. Et donc, je crois à la fois de s'organiser entre pays africains pour trouver les points communs entre régulateurs et les professionnels, et ensemble, de s'imposer dans le débat international, de dire, ben voilà, ok, on comprend qu'il y a un sujet de correspondant banking, voilà comment collectivement on va l'adresser, etc. Je pense il faut faire poids dans le système. Je pense que c'est très important. Et faire poids, vous n'allez pas le faire imposer de l'extérieur. C'est vraiment les pays africains ensemble qui vont trouver leur intérêt dans cette discipline. Pour moi, la priorité, ce n'est pas des mesures, c'est une question d'organisation, de regroupement, de faire masse, de s'imposer dans le débat. Je suis d'accord. Je suis d'accord sur l'importance d'avoir d'alignement d'intérêts. Je suis d'accord sur l'idée d'avoir un effet de masse, d'intégrer tous les acteurs qui peuvent regarder dans la même direction, d'arriver au bon niveau où on peut avoir le tipping point. Et il nous reste pas beaucoup de temps, sinon j'aurais aimé avoir la conversation, mais une fois encore, je veux faire un peu de prospective. On a la chance aujourd'hui qu'il y ait une nouvelle administration à Washington. Vous vivez à Washington, si j'ai bien compris. Absolument. Vous essayez de mettre en avant un nouveau paradigme qui respecte j'ai envie de dire, le framework de l'économie de marché. Qu'est-ce que vous recommanderez à l'administration américaine aujourd'hui sur ces sujets-là, en particulier vis-à-vis de l'Afrique? Alors, la difficulté qu'on a, je le vois bien à Washington, c'est malgré tous les signes d'ouverture que Biden a donnés au reste du monde, sa priorité, elle est domestique. Il hérite d'un pays qui est profondément divisé, d'un pays qui est sous-investi depuis des années. Et donc, je pense que malheureusement, le temps qu'il va accorder au reste du monde va être fait. Même si le premier voyage virtuel de Tony Blinken était réservé à l'Afrique, oui. Je souhaite que ça continue. On voit bien je pense qu'il ne faut pas trop en attendre. En même temps, j'avais fait quelques jours avant l'élection un papier un peu provocateur où je comparais Joe Biden à Jean 23. Et je disais, Jean 23 avait été élu au même âge que Joe Biden, pape. Les gens n'attendaient pas grand-chose de lui en disant c'est un pape de transition, on n'attendra rien, et il a fait Vatican II. Exactement. Il dit Joe Biden était à 78 ans, tout le monde dit de toute façon il fera qu'un terme, le pays est divisé, il fera rien. Et j'avais dit est-ce qu'après le consensus de Washington, on pourrait avoir le concile de Washington et une réforme de tous ces projets-là? Je pense qu'il est assez ouvert. La petite difficulté qu'on va avoir, c'est une difficulté qui est assez propre aux États-Unis, c'est que les États-Unis vont comprendre que la réflexion qu'on a, elle a un intérêt business. Le développement durable, c'est d'abord et avant tout un business, et ils vont vouloir reprendre le manche. Et la difficulté, est-ce qu'on va avoir des Américains qui vont imposer leur vision du monde, parce qu'on parle bien qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, ou est-ce qu'on va avoir des Américains qui vont tendre la main et dire discutons ensemble des normes du futur? Et je ne suis pas sûr de la réponse. Parfait.
Merci infiniment, Bertrand. J'ai adoré la Merci discussion. Paul-Henri. Évidemment, il y a des points sur lesquels on n'était pas d'accord, mais je pense qu'on était d'accord sur un bon nombre de points aussi. Merci infiniment et à très bientôt. Merci, bonne fin de journée à tous. Merci.